nous avons donc sur le ring donc les deux battleurs historiques, on va dire. Hein, Arnaud Le Goueflec et Hervé Lewed. Et donc c'est une battle très, très particulière dont on est à l'avance très très fiers, puisque nous avons invité donc une experte, donc Clotilde de Brito. Donc enfin, vous la regardez, normalement vous voyez une experte à deux titres, à double titre, connue en tout cas, en tant que vétérinaire. Je vais vous expliquer pourquoi ça nous intéresse aujourd'hui, et en tant que poète et championne de slam 2015. Donc moi je me présente, je suis juste l'arbitre de l'affaire. Donc depuis des années, je lis sous la plume de journalistes de tout poil, et quel que soit le nom du journal papier ou électronique qui publie leurs articles, qu'à l'occasion, telle ou telle catégorie de personnes grogne. Chaque fois qu'il est fait mention d'une manifestation de rue ou d'humeur, on apprend que le peuple mécontent grogne. La colère légitime est reléguée au rang d'un bruit, d'un son organique dévalorisant et faisant référence à un animal qui, c'est le cas de le dire, n'a pas bonne presse. J'ai nommé le cochon. Un peuple en colère n'est-il pas apte à critiquer, s'indigner, désapprouver, condamner, blâmer? N'a-t-il pas faculté à tonner, fustiger, ni à exiger ou prescrire? Ou n'est-ce que le signe que ces journalistes ne maîtrisent pas leur langue? Il semble que sous la plume de nos oisillons de canards, un peuple en colère ne soit qu'un ramassis de pourceaux fouissant dans les poubelles des rues bourgeoises, un humain ravalé au rang de porc, langue avalée et cervelle en bouillie. Ces journalistes de pacotille réfléchissent-ils à leurs propos et aux images délétères ainsi véhiculées? Ou n'ont-ils de cerveau que celui d'une linotte? Pour eux, toute revendication, toute interrogation collective, toute plainte même, ne serait au XXIe siècle qu'une émanation d'un ventre indisposé ou d'un pharynx enroué. Passons sur le dédain manifeste que ce verbe grogné laisse subodorer, sur le camouflet ganté que les gens autorisés à écrire pensées publiées infligent à ceux et celles qui battent le pavé ou simplement s'indignent en faisant entendre leur voix, et non leur glossolalie bestiale. Passons là-dessus et passons au vocabulaire. Si la référence aux animaux veut être conservée, on pourrait conseiller au plumitif de lire Gilles Ayot, qui nous rappelle que l'aigle glatit, le chameau blatère, l'éléphant barille, le rhinocéros barrette, la hyène hurle, la caille pituite, margotte et carcaille, la chèvre belle, l'ours gronde et grogne, le canard cancane, le cygne trompette, l'oie cacarde et nasille. Vous ne trouvez pas que les articles des journaux auraient une autre gueule? Un groin plus délicat, un mufle plus fier, un bec plus acéré? On signalera également à nos folliculaires amis pauvrets que les animaux ne sont pas ces bêtes qu'ils se plaisent à traîner dans la boue en compagnie de leurs frères et sœurs humains en colère. Qu'ils sachent donc, en lisant leur confrère François de Beaulieu, vrai noble plume celui-là, qui manie Rémiges et Vibris pour des écrits de haut vol, qu'en matière d'expression vocale, la rousserolle et farvate peut émettre deux sonorités simultanées, tandis qu'en Afrique, le drongo, oiseau fin, noir, à l'air revêche et inquiétant, sait imiter les cris d'alarme d'une cinquantaine d'autres animaux. Imaginez un compte-rendu de manifestation ou de réunion, écrit et pensé à l'aide de ces références-là et de ces mots-là. Quelles envolées, quelles gambades, quelles trilles. Bravo. Alors, si ce n'est toi, c'est donc ton frère. C'est-à-dire qu'ils vont devoir, donc tous les trois, écrire un texte, récit ou poème, comme vous voulez, donc dans lequel vont apparaître obligatoirement dans un ordre choisi à l'avance ou pas, ça je vous laisse libre, donc une série de mots. Alors comment est-ce qu'on va déterminer cette série de mots? Si vous voulez bien, donc vous écrivez ce que vous voulez, vous prenez un papier, vous écrivez un mot chacun, d'accord? Je n'arrive pas à lire. Bon, rutabaga, transcendé, patibulaire, catastrophe, mirer, le verbe mirer, minuscule,
mensonge au pluriel, mais je ne sais pas si c'est important, coloquinte, un after eight, dactylographe, cachette, parapluie, place, chevaleresse, amour, été, hésiter, naguère, oiseau, hétéroclite, violette, camisole, téléphérique. En fait, on pourrait psychanalyser le public. Transgenre, hécatombe. Ce qui est quand même génial, c'est qu'il n'y a pas deux fois le même mot. Donc là, vous, voilà, choisissez vos 5 mots et ça serait bien voilà, que vous l'annonciez et je vais vous expliquer ensuite. On va les expliquer avant. Non, justement. Ça fait partie du piège. Donc, chaque poète et l'experte, bien sûr, vétérinaire aussi, va, avec les mots choisis, décrire l'animal que je lui ai indiqué parmi les 3 qu'il avait écrits. Okay. Et ensuite, donc, ses camarades et néanmoins adversaires devront deviner de quel animal il s'agit, parce qu'évidemment, il n'a pas le droit de citer le nom de l'animal. Donc, vous les regardez, en espérant que ça ne va pas durer quand même trop longtemps. Les mots que j'ai choisis pour ce défi sont minuscule, mensonge, naguère, camisole et hécatombe. C'est vous l'expert. Naguère, il y avait dans les espaces immenses de ces nombreuses bêtes au corps qui se balancent, tachetées aux beaux muscles cintrés en camisole, fauves, noirs et sauvages. Mais pour quelques pistoles, le nombre de ces bêtes en devint minuscule. Les taches sont devenues de vulgaires pustules. On raconte aux enfants d'ignominieux mensonges dans des livres où ils jouent comme on joue dans les songes. Car dans les statistiques, lorsque les chiffres tombent, on réalise, hélas, l'ampleur de l'hécatombe. Alors voilà, on doit deviner l'animal dont il est question. Alors on peut proposer, hein. Le loup. Le loup? Alors non. Le léopard. Oh, le quoi? Le léopard. Naguère, il y avait dans les espaces immenses de ces nombreuses bêtes au corps qui se balancent, tachetées aux beaux muscles cintrés en camisole, fauves, noirs et sauvages. Mais pour quelques pistoles, le nombre de ces bêtes en devint minuscule. Les taches sont devenues de vulgaires pustules. On raconte aux enfants d'ignominieux mensonges dans des livres où ils jouent comme on joue dans les songes. Car dans les statistiques, lorsque les chiffres tombent, on réalise, hélas, l'ampleur de l'hécatombe. Ouais. Merci. Et rutabaga, catastrophe, amour, chevaleresque et Héraclite. Est-ce que attends. Vous avez entendu? Ouais. Tentons de composer une petite strophe. Ce petit animal, sur le rutabaga, s'efforce de son mieux de fuir en catastrophe la mésange cruelle, aigle du bégonia. Et cependant qu'il rampe, il songe à son amour, il court et rampe et glisse et sprinte ou presque, car il naît au jardin d'oiseaux chevaleresques, et l'amour ne sied point au cœur froid des mésanges. Aussi mon animal a tôt rejoint les anges, et bave au paradis son triste mauvais sort, comme dit Héraclite, il bave animal mort. Alors on va essayer de deviner et ensuite peut-être tu nous reliras aussi le poème. L'animas. Ouais, bravo. Donc maintenant que nous savons exactement de quel animal il parle, on va peut-être pouvoir justement scientifiquement étudier la validité du poème. Tentons de composer une petite strophe.
ce chétif animal sur le rutabaga s'efforce de son mieux de fuir en catastrophe la mésange cruelle, aigle du bégonia. Et cependant qu'il rampe, il songe à son amour. Il court et rampe et glisse et sprint, ou presque. Car il naît au jardin d'oiseaux chevaleresques, et l'amour ne sied point au cœur froid des mésanges. Aussi mon animal a tôt rejoint les anges, et bave au paradis son triste mauvais sort. Comme dit Héraclite, il bave animal mort. Je rappelle donc au public que la mésange zinzinule. Alors, je vais me mettre debout. Donc, voilà. Donc, moi, j'ai choisi les mots transcender, patibulaire, minuscule, téléphérique et transgenre. Ça fait ça? Ah oui. C'est un genre de buffle assez patibulaire, au cerveau minuscule, au regard pathétique. Et son nom, il le signe à la pointe du verre d'un grand Z tout poilu qui lui confère un genre. Son corps lourd va et vient comme un téléphérique dans la savane où vont les gazelles transgenres. Merci. Tu peux nous le relire aussi? Donc le zébu. C'est un genre de buffle assez patibulaire, au cerveau minuscule, au regard pathétique. Et son nom, il le signe à la pointe du verre d'un grand Z tout poilu qui lui confère un genre. Son corps lourd va et vient comme un téléphérique dans la savane où vont les gazelles transgenres. Alors les défis, bien sûr, c'est pas en direct. Ils les ont préparés. Et donc Clotilde a posé comme question à Arnaud. Donc la réponse donc doit être versifiée. Hein. Oui. Une question essentielle, mais qui a eu l'heure de vraiment plaire beaucoup à Arnaud, vu les échanges que j'ai eus. Ouais. Voici la question. Le bichon, maltais ou havané? Bon, c'est là qu'on voit quand même qu'elle est experte. Quand même, hein. Et donc, Arnaud va nous répondre. Allons-y. Bon, ça a été un vrai cauchemar, évidemment. Je dévoue à ma place. Le bichon, maltais ou havané? On me met au défi de parler de bichon. Je crois que c'est un chien. Je vais me renseigner. C'est un chien, en effet. Ça, c'est comme ça. Et c'est un chien bouclé. Et c'est un chien touffu, de sa truffe à son cul. Mais me voilà bien avancé, en vérité, car ce chien ne m'est rien. Même s'il me revient soudain des choses à dire. J'ai connu un bichon, c'est vrai. Au souvenir. C'est vrai que ma mère eut, dans le lointain des ans, un bichon, je l'avoue. Un petit chien tout blanc, lequel n'a pas vécu assez longtemps pour être ma muse, mon compas, mon étalon, mon maître. Un petit chien touchant, dont j'ai peine à saisir l'écho dans le brouillard des années qui s'empilent. Et forment un mur d'oubli aussi blanc que les fils dont on avait cousu sa fourrure. Quoi en dire? Alors très franchement, si en plus on me gonfle avec havanais ou maltais, ou biélorusse ou japonais, ou tous ces mots qui ronflent, je vous dis, lâchez-moi, je me fous du bichon, faudrait quand même pas trop pousser le bouchon. Mais bon, il faut des vers, car c'est jour de battle, où Hervé et Léouette se foutra de ma gueule.
Clotilde de Brito et Madame Julien se paieront ma filleule ou en viendront Thomas. Oui, c'est jour de battle et le public est là, alors t'en veux du verre, en veux-tu, en voilà. Je fais souvent ce rêve étrange et pénétrant d'un bichon inconnu et que j'aime et qui m'aime et qui n'est chaque fois ni tout à fait le même, havané ou maltais, il est beau, il est blanc. Lorsqu'un bichon paraît, le cercle de famille applaudit à grands cris. Sa douce truffe brille comme fait une bille et fait mouiller les yeux. Et les plus tristes fronts, les plus bouclés peut-être, se défrisent soudain à voir le chien paraître, le poil blanc et soyeux. Les waf-waf longs, les bichons de l'automne, percent le cœur de mon vieux sonotone. Heureux qui, comme Ulysse, a peigné le pelage, ou comme Cestula qui conquit la toison d'un beau bichon maltais ou havané, et puis s'en est allé plein d'usage et raison montrer à ses parents le petit scatophage. Bichon, allons voir si la chose qui ce matin a avoua sa touffe de pourpre au soleil rivalise avec ta fourrure sans pareil. Tu as la douceur de la rose, ton pelage est immaculé quand l'autre chie sa ménopause en tortillant comme un roquet. Oh, combien de bichons, de laine, qui sont partis joyeux par milliers, par centaines, se sont fait déplumer, raboulés à zéro. Combien ont tout perdu sous les coups de ciseaux, se sont fait tondre à fond comme des blancs moutons. On mange à qui mieux quand on est un bichon. Un beau soir on digère et on n'est plus malade. Foin des vétérinaires au remède éclatant, on va sous les tilleuls le cul blanc de pommade. La nature est un temple où de vivants bichons laissent parfois sortir de confus aboiements. On y passe à travers, au bambi, au pampan. On croit sauver ses fesses de ces limiers mignons, mais eux se prennent pour des chiens de chasse à cour. Alors après c'est une chanson. Con comme la lune, mon petit bichon, mou comme une prune, rond comme un ballon. Moi je porte un short, un maillot tout bleu. Ma semelle est forte, je shoot au milieu. C'est un poème, c'est pas vrai. Et enfin une dernière chanson pour finir. Un bichon alerte qui courait dans l'herbe. Je l'attrape par la queue, je le montre à ces messieurs. Ces messieurs me disent, trempez-le dans l'huile, trempez-le dans l'eau, ça fera en épilogue hot dog. Nous allons entendre Hervé, alors toujours, qui va essayer toujours de répondre à une question posée par Clotilde. Pourquoi la mouche tsetse? Oui, donc pour répondre à cette question, je suis remonté très très loin, mais vraiment très loin à l'origine de tout. L'ombre n'existe pas, non plus que la lumière. L'infini n'est qu'un point. Le temps, c'est la chimère. Il n'est dans ce néant d'alpha ni d'oméga. Le monde en devenir est encore un magma. On ne voit dans l'espace aucun astéroïde.
Partout c'est le silence, et partout c'est le vide, et partout une voix se tait immensément. Il n'est aucune fin ni de commencement. La molécule d'air est encore un peut-être. Mais dans cet absolu, quelque part, songe un être. C'est Dieu. Dieu songe et Dieu hésite, en inclinant pensif son crâne qui contient tout l'avenir captif, à prendre la parole en créant ce qu'il nomme. Ce jeune moustachu, Dieu c'est toujours un homme, arbore à son revers la fleur du gardénia, ce que Jésus conteste et Mahomet nia. Mais répugnant au goût de la foule bigote, Dieu, sans affectation, porte la redingote, se promène en calèche et boit comme un dandy un peu de vin blanc sec ou 2 doigts de brandy. Quoi qu'il dicte la mode, il craint le mésusage. Et s'il faut, pour mieux dire, employer une image, hésite à faire un geste au demeurant très smart, démarrer l'univers en appuyant sur Start. Pourquoi donc n'a-t-il pu par 2 fois s'y résoudre? Lui reste-t-il encore un peu de grain à moudre? N'a-t-il pas tout pensé, tout prévu, tout mûri? N'a-t-il pas lentement de sa main tout écrit, éclairé chaque nuit par le flambeau d'un astre? Reste-t-il un lopin de son divin cadastre, dont il n'eut de son art parfait l'agencement? Il en a, malgré lui, l'obscur pressentiment. Cet horrible soupçon a ridé son problème, et, sans se l'expliquer, Dieu doute de lui-même. Alors, d'un œil perçant, il observe à nouveau l'indicible projet qui naît dans son cerveau. La courbe du cosmos qui dessine des ondes, l'espace entre les cieux, les peuples sur les mondes, le bourgeon minuscule et l'arbre léviathan, la poussière de roche au sommet du volcan et chaque particule infinitésimale. Il recalcule pi jusqu'à la décimale. Comme il vient d'inspecter Ganymède et Sirius, il voit la Terre enfin, où les diplodocus croisent dans la pampa le grand tyrannosaure avant d'être détruits au feu d'un météore, où les premiers humains façonnent des silex, où Charlemagne et Louis se font appeler Rex, où Michel-Ange a peint la chapelle Sixtine, où pousse la bruyère et fleurit l'églantine, où Bouddha nous contemple assis sur son séant, où le requin-marteau habite l'océan, où la guerre et la peste ont commis des ravages, où la désespérance a 1001 visages, où l'amour quelquefois nous frappe de son trait, où dans un grand bonheur peut éclore un regret, où la machine-outil au peuple des usines impose la cadence et forge des routines, où mon voisin le soir sort promener son chien, où tel agriculteur est un généticien, où tel qui traverse au milieu de la rue, en gagnant le trottoir, se fond dans la cohue, où chaque hippopotame au fleuve prend son bain, où le rhinocéros a disparu soudain, où l'intérêt de vivre est dans un compte en banque, mais il semble au bon Dieu que quelque chose manque, quelque chose de sourd, impalpable et diffus. Dans un coin de campagne où les bois sont touffus, le rouge-gorge chante en omettant les dièses. La biche vocifère et les grillons se taisent. À l'époque lointaine où vivait Hannibal, Rome n'existe pas. Le jour du carnaval que devrait animer une foule fantasque est pareil à tout autre, on n'y met aucun masque. L'Everest au Népal est à peine un faux plat qui se couvre en hiver tout juste de verglas et dans chaque minute il manque une seconde. Léonard de Vinci ne peint pas la Joconde. Deux cornes seulement sur le Tricératops, une tombe anonyme au pharaon Khéops, et presque pas de sel dans l'eau de la mer morte.
la fourmi logeant seule au lieu d'être cohorte, et la valeur de x au sein d'une équation qu'aucun savant génial ne cherche avec passion. Sous le regard de Dieu, les preuves s'accumulent. Les tigres et les lions sont des animalcules que nul, avec frayeur, n'entend jamais rugir. Le marcheur innocent les foule sans frémir. On ne voit pas l'éclat dans l'Égypte profonde du nez de Cléopâtre à la face du monde. L'ouvrage de la terre est donc inachevé. Dans le désert brûlant vole une mouche tsé. Il s'en fallut de peu que cela ne se fisse. Dieu se souvient alors que son institutrice, Madame Le Guillan, d'une petite voix, lui disait qu'il est bon de s'y prendre à 2 fois, afin que s'accomplisse et pour qu'aille à son terme un dessin que l'on forme et qu'on ne sent qu'en germe. Lui-même n'a-t-il pas redoublé son CM et triplé sa seconde et sa première idem? Comme tout créateur, il fut quelquefois cancre. Il mouille de nouveau sa plume d'un peu d'encre, corrige quelques mots au livre qu'il a fait, et, comme l'écrivain sublime un premier jet, logique en son labeur, car Dieu et Dieu font 4, rajuste la longueur du nez de Cléopâtre, rend terrible le lion, rehausse l'Everest, met Rome en Italie et de la pluie à Brest. Et transforme la terre en animalerie où la mouche tsetse porte la maladie. S'il a fait quelquefois 5 pattes au mouton, c'est afin que je puisse, en verre de mirliton, devant vous, cher public, me faire son prophète. Et c'est Anne Julien qui va lancer la quête, en vous faisant passer tout à l'heure un chapeau. Nous dépenserons tout en ne buvant pas. On accepte l'euro, le dollar ou la rouble. Pensez à une somme et versez-en le double. Bien que nous exercions le plus beau des métiers, sans Dieu, l'alexandrin n'aurait eu que 6 pieds. Quand il pose la plume, il brisa le silence. Voici l'instant, dit-il, où l'univers commence. Clotilde, qui a la très très dure tâche de réécrire Moby Dick en alexandrin. Quand Monsieur Eléouette, Hervé de son prénom, m'envoya ma consigne pour me joindre à ce jeu, j'avoue l'avoir reçu avec consternation. Vous allez voir pourquoi j'ai cet œil ombrageux. Réécrire Moby Dick, mais en alexandrin. À vrai dire, la métrique n'est pas ce qui m'inquiète. Ma plume en 12 pieds va souvent son chemin. C'est le fond, non la forme, qui m'échauffe la tête. J'ai pas lu Moby Dick. J'ai bien 2-3 notions. Un cachalot tout blanc, une histoire de vengeance à cause d'une jambe arrachée au patron d'un baleinier. Basta. C'est vraiment pas de chance. Si le sieur Eléouette avait choisi pour œuvre Le vieil homme et la mer, Le cas de Buzzati, ou Verne et son histoire de Nemo et sa pieuvre, ou Martine à la mer, ou même Sauver Willy, c'eût été plus facile, un peu plus abordable. Car, pour information, pour ceux qui, comme moi, ont dans l'érudition cet oubli regrettable, 742 pages. Je lis ça en 3 mois. J'ai pas lu Moby Dick, et Hervé le savait. De Melville, lui ai-je dit, j'ai lu que Bartleby. C'est vrai, il y a 5 mois j'abordais ce sujet.
La prochaine fois, je te dis que j'ai pas lu Oui Oui. Et regardez-le donc, le voilà confondu, sous son air tout gentil, air potache de mioche. Notez la perfidie de cet individu. Juste après ma consigne, il ajouta fastoche. C'est vrai. Je ne suis pas étonnée de la part de l'auteur des œuvres de Rimbaud réécrits en mieux, hein. Mais cessons ce prélude d'un brin accusateur, il est temps pour ma pomme de se mettre au turbin. Usant de jeux de mots et d'idiots traits d'esprit, je pourrais louvoyer. Il n'y a pas le mot bidique dans le petit Larousse. Ou une contrepétrie. Ce maudit bic m'empêche de réécrire Moby Dick. Un autre calembour, tant qu'à être un peu gourde, il y a ce gars sur sa Moby Dick, il écoute du Moby Dick Rivers à fond dans les esgourdes. C'est de l'électro-trip-hop sur Gomina en route. Non, mais vraiment, ce thème peut en choquer certains. Des L214 auraient beaucoup de peine. Il y en a qui coupent vraiment les cheveux en quatrain, c'est pas bien de trancher en 12 une baleine. Mobilisation générale. Abat et aboli les lobbies baleiniers. Mobilisation générale. Abat et aboli les lobbies baleiniers. J'ai pas lu Moby Dick. Maintenant, tout le monde le sait. Je ne peux pas réécrire un truc que je connais pas. C'est un principe éthique. Maîtriser le sujet. Et après, on s'étonne du succès d'Hanouna. Et quoi? Comment fait-on pour pallier ces lacunes quand on ne peut pas faire d'études approfondies et pour un prête-plume, quand on manque de thunes? Cancre 2.0, Google est mon ami? Je n'ai pas le choix. Il faut que je m'y colle. Coiffer le bonnet d'âne, inventer des bêtises que des gamins après reprendront à l'école. Moby Dick trader roule sa bosse dans les banques ease. Bon, vous l'aurez voulu, je vais tout inventer à partir de baleine, cul de jatte et vengeance. Vraiment pour ce sujet, merci encore Hervé. Et à Herman Melville, 1000 pardons pour l'offense. Il était une fois, dans l'océan immense, au royaume des algues, des poissons scintillants, un roi et une reine, longtemps sans descendance, qui salaient de leurs larmes les flots de leurs tourments. Une fée moustachue un beau jour les vint voir, annonçant à venir un heureux événement, allumant dans leur cœur une lueur d'espoir, mais la fée, c'est classique, poursuivit. Cependant, oui, la princesse naîtra, mais devra chaque année croquer la jambe gauche d'un humain téméraire entre le 1er mars et le solstice d'été. Bon, je sais, c'est des lignes, toutes ces dates arbitraires. Il est temps de vous dire à ce stade de la fable que les deux souverains étaient des cachalots. Et la fée Lotharie, d'où la moustache notable, qui créa tous les Rotary Clubs sous les eaux. Ainsi naquit la jeune Maude Babette de l'île Dick, une vraie île d'Alaska, trouvée sur Google Maps. On l'appela Moby, car c'était plus pratique. Parfois, dans un surnom, la royauté collapse. Un petit point s'impose, un rappel, une notion pour ceux qui en douteraient, en choperaient la migraine. Moby était une fille, une princesse. Sinon, c'eût été un dauphin, et non une baleine. Tous les ans, Moby Dick croquait son membre humain et curait ses fanons à l'aide du fémur. Pendant les premiers temps, personne ne s'était plaint, sachant ce qu'il en coûte d'aller à l'aventure. Il faut admettre aussi que bien peu survivaient. Quant aux quelques chanceux qui en revinrent cul-de-jatte, ils usaient leurs prothèses dans tous les cabarets, racontant leur histoire à grands coups de picrate. Mais la nature humaine, le désir de vengeance, s'abattirent un sale jour sur la pauvre Moby. Ignorant les principes basiques de résilience, le capitaine Achab, amputé lui aussi, voulut tuer le pauvre animal innocent. Oui, innocent bien sûr, car la malédiction de la fée Otari était loin du penchant de Moby pour le crime persillé de plancton. Dans sa fureur aveugle, son deuxième handicap, le capitaine courut à sa perte en boitant. Mais des malheurs humains, la baleine s'en tape, la baleine s'en balance parmi les corps flottants. Une jambe vaut-elle une vie? Pire, celle d'un équipage. Désirer se venger, c'est manquer de raison. Ah, mauvais capitaine, car un pécheur plus sage sait le sens de la vie, ce que les âmes sont. Après tous ces remous, Maude Babette a repris son prénom de naissance et a déménagé.
À vrai dire, elle n'a plus donné signe de vie, ou dans d'autres histoires de baleines en danger. Maintenant, c'est assez. Lisez vous-même l'histoire si vous en voulez la version véridique. Moi, je me cache à l'eau, battez de vos nageoires, même si je vous l'ai dit, j'ai pas lu Moby Dick. Seuls donc Arnaud et Hervé vont œuvrer là devant nous. Un poète propose à l'autre un animal totem pour la ville de Brest que l'autre récuse. S'il faut un beau totem à la ville de Brest, c'est le noble Varan qui vit à Komodo. On comprend pas trop pourquoi Arnaud ne sera pas d'accord, puisque c'est un bel animal totem. S'il faut un beau totem à la ville de Brest, c'est le noble Varan qui vit à Komodo. C'est un lézard commun. Ton choix, je le conteste. On se paie d'exotisme, et pourquoi pas le veau. Je sais pas de quoi on va coucher là. S'il faut un beau totem à la ville de Brest, c'est le noble Varan qui vit à Komodo. C'est un lézard commun. Ton choix, je le conteste. On se paie d'exotisme, et pourquoi pas le veau. Le veau, ma foi, j'aime la côtelette. Mais on sait le Varan tout de même un dragon. S'il faut un beau totem à la ville de Brest, c'est le noble Varan qui vit à Komodo. C'est un lézard commun. Ton choix, je le conteste. On se paie d'exotisme, et pourquoi pas le veau. Le veau, ma foi, j'aime la côtelette, mais on sait le Varan tout de même un dragon. Tu marques un point, Hervé. Car tu es un poète. Mais c'est un dragon creux, dégonfle ton ballon. S'il faut un beau totem à la ville de Brest, c'est le noble Varan qui vit à Komodo. C'est un lézard commun, ton choix, je le conteste. On se paie d'exotisme, et pourquoi pas le veau. Le veau, ma foi, j'aime la côtelette, mais on sait le Varan tout de même un dragon. Tu marques un point, Hervé, car tu es un poète. Mais c'est un dragon creux, dégonfle ton ballon. J'avais mis le Varan parce qu'il rime à con, mais tu n'as pas voulu saisir cette occasion. S'il faut un beau totem à la ville de Brest, c'est le noble Varan qui vit à Komodo. C'est un lézard commun, ton choix, je le conteste. On se paie d'exotisme, et pourquoi pas le veau. Le veau, ma foi, j'aime la côtelette, mais on sait le Varan tout de même un dragon. Tu marques un point, Hervé, car tu es un poète. Mais c'est un dragon creux, dégonfle ton ballon. J'avais mis le Varan parce qu'il rime à con, mais tu n'as pas voulu saisir cette occasion. Je suis fait, encerclé comme en boîte le thon. Le Varan, c'est un veau, que tu le veuilles ou non. Ah, je n'écoute plus ce qui sort de ta bouche, je te laisse le veau et je prendrai la mouche. Je pense que notre experte, poète et vétérinaire et humoriste, va peut-être nous relire le poème de la dispute. Je fais deux voix différentes alors. S'il faut un beau totem à la ville de Brest, c'est le noble Varan qui vit à Komodo. C'est un lézard commun, ton choix, je le conteste, on se paie d'exotisme, et pourquoi pas le veau. Le veau, ma foi. J'ai ma propre version de l'animal totem, en tant qu'experte, hein, bien sûr. C'est pour ça qu'on vous a fait venir. Hein.
S'il fallait désigner un animal totem, un symbole, une mascotte pour la ville de Brest même, indubitablement, ça serait un hybride, fait pour l'air et la terre et le milieu liquide, adapté aux grands vents et aux intempéries. Un animal qui boit, un animal qui crie, qui sait se déplacer en zigzag dans les rues, en tanguant sans tomber. L'élégance absolue. Exclu, bien entendu, dromadaires et chameaux, car s'hydrater si peu pour Brest est un fléau. La carpe est trop muette, le héron est trop fier, bien qu'un bel échassier aurait pu faire l'affaire. En termes de volatiles, ton sur ton, mais joli. Un pan ou un aras ne sont pas assez gris. On pense au goéland, à la mouette rieuse, et passer 2-3 vers à la pie chicaneuse. Doux comme un alpaga, et vif comme un rapace, têtu comme un bousier qui pousse sa carcasse pour remonter Jean-Jo, tel Sisyphe assoiffé. Un animal totem rempli de qualité. Fidèle comme une bernique accrochée à sa terre, l'œil humide dès qu'il passe le panneau de Guilher. L'accent de la grenouille sur les fins de phrases en quoi. En collectif, banc de sardines au stade brestois. Les pas sur le côté du crabe qui se déhanche pour danser la gavotte au Tara le dimanche. C'est un mix de tout ça. Un griffon du Ponant, chimère des mers d'Iroise, sphinx buvant et chantant. Un animal totem pour cette cité-là, malheureusement je crois que ça n'existe pas. Car tant de perfection, de talent qui épate, autant dire que ça doit être un mouton à 5 pattes. Le gagnant est, donc vous l'entendez, la Timali de Gerdon, alias Chrysoma altirostre altirostre. Donc je vous dis quand même quel est cet oiseau. Donc c'est un petit oiseau brun de la taille d'un moineau et que l'on croyait disparu depuis plus de 70 ans et qui a été redécouvert en Birmanie donc dernièrement par des scientifiques. Donc les scientifiques se sont concentrés donc en Birmanie sur une zone de prairie sauvage, une des rares zones préservées, où ils ont entendu un chant qui leur a semblé pouvoir être justement celui de la Timali de Gerdon. Ils ont alors diffusé un enregistrement du chant d'une Timali de Gerdon du sous-continent indien pour voir si cela inciterait l'oiseau à se montrer, en tant que cousin ou cousine, quoi. Et l'un des oiseaux est sorti des roseaux. Et donc, c'est ce chant-là que vous pouvez entendre. Si un jour les poètes sont forcés de se cacher, espérons qu'ils le fassent à l'abri des roseaux et gardent bien au sec leur chant. Peut-être des scientifiques acharnés et curieux viendront-ils leur conter de l'Apollinaire pour les faire pituiter ou carcailler et ainsi réapparaître dans toute leur splendeur. Donc je vous remercie du fond du cœur.